Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au programme de Studio Lacan ce soir, nous recevrons dans la rubrique Un divan dans le monde Caroline Eliacheff et Céline Masson, bonsoir, que je salue, qui sont psychanalystes, auteurs de l'ouvrage La fabrique de l'enfant transgenre, récemment paru aux éditions de l'Observatoire. Pour la rubrique Actualité de la psychanalyse, Sophie Gaillard nous parlera de la sortie récente de l'ouvrage collectif Pourquoi Lacan, paru aux presses psychanalytiques de Paris. Passons dès à présent à Un divan dans le monde pour nous entretenir avec nos invités de la fabrique de l'enfant trans. Une demande nouvelle émerge depuis quelques années, nouvelle par son ampleur et par le public concerné. Il s'agit de la demande de changement de sexe chez des enfants et des adolescents qui disent ne pas se sentir en adéquation avec leur sexe anatomique. Pour le dire un peu autrement, il existerait chez eux un sentiment de décalage, de discordance entre le sexe de naissance et le ressenti. À la base, il y a une souffrance, bien réelle, dont la cause renverrait alors à ce décalage. Et la guérison, entre guillemets, de cette souffrance consisterait en une modification du sexe, suivant un long processus dit de transition qui irait du changement de prénom, changement d'identité, jusqu'à des interventions sur le corps même, en passant par la prise de bloqueurs de puberté puis d'hormones. Cette demande contemporaine, qui témoigne d'un réel malaise et qui à ce titre doit être prise en compte, faut-il pour autant la prendre au pied de la lettre? Afin de mieux comprendre la logique de cette nouvelle demande, mobilisant de manière inédite le champ médical, aidé par la science, aux conséquences encore inaperçues, il nous a semblé important d'écouter des professionnels du champ psy qui reçoivent au quotidien des enfants, des adolescents exprimant leur mal-être. Caroline Eliacheff, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste. Céline Masson, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, professeur des universités. Et vous coordonnez toutes les deux l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent, qui a intégré récemment l'Institut contemporain de l'enfance présidé par Bernard Goltz. Et donc vous venez de publier, toutes les deux, un livre événement qui a pour titre « La fabrique de l'enfant transgenre » aux éditions de l'Observatoire. Et nous pouvons lire en bas de la couverture, en guise d'alerte, le message suivant: « Comment protéger les mineurs d'un scandale sanitaire ?» Alors, pour lancer la conversation avec vous, Caroline Eliacheff et Céline Masson, je voudrais vous interroger tout d'abord sur la dimension, disons, idéologique qui sous-tend cette demande nouvelle et massive. Vous faites à ce propos, dans votre livre, l'hypothèse d'un, je vous cite, embrigadement idéologique de type sectaire, que vous décortiquez, argument à l'appui. Alors, comment analysez-vous cet engouement autour de l'enfant transgenre? Alors, il est vrai qu'on a entendu beaucoup de parents. Et ces parents décrivent toujours la même chose, c'est-à-dire une
fréquentation des réseaux sociaux, une importante fréquentation des réseaux sociaux, notamment pendant la période Covid. Et alors, la transition, effectivement, se fait dans la temporalité, ça ne se fait pas du jour au lendemain, une transition sociale, médicale. Par contre, l'annonce est soudaine. Les parents n'avaient rien vu. Et nous disent, du jour au lendemain, notre fille, c'est plus fréquemment des filles, il y a plus de filles que de garçons, annoncent à leurs parents, font ces filles leur coming out, filles-garçons, que ce soit à l'école ou à la maison, en déclarant « je suis un garçon », alors que ses parents n'ont rien vu venir. Une étude est parue en 2018 de Lisa Littman, une étude importante, très contestée. Lisa Littman a dû quitter son université quand elle a publié cette étude, qui dit que, effectivement, qui parle de déclenchement rapide de dysphorie de genre, ROGD. Elle montre que dans des groupes d'adolescentes, notamment adolescents, adolescentes, il y avait un phénomène de contagion par groupe de pairs, justement. Donc des filles qui, là encore, se déclarent garçons, disent qu'elles sont garçons, en fréquentant d'autres filles qui se disent aussi garçons. Voilà, donc on s'est quand même intéressé à ce phénomène de déclenchement rapide. Effectivement, nous sommes en contact avec Lisa Littman, avec l'association SEGM, qui est nos homologues, on va dire, aux États-Unis. Ils sont un peu partout dans le monde. Ce sont des médecins, des psychiatres, psychologues. Et effectivement, en discutant avec Lisa Littman et d'autres collègues de par le monde, en Suède et ailleurs, on a observé ce phénomène de déclenchement rapide à l'adolescence. Voilà, encore une fois, d'adolescents qui ne présentaient aucun signe de dysphorie. Par contre, ces adolescents, pour 70% d'entre eux, présentent un malaise psychologique, sont mal dans leur corps. Notre collègue Nicolas Théa, qui est endocrinologue, parle de dysphorie pubertaire. Voilà, donc le phénomène réseaux sociaux nous a quand même interpellés. Moi-même, travaillant sur les idéologies, sur d'autres formes d'idéologie et d'emprise idéologique, ça ressemblait quand même beaucoup à on va dire à un embrigadement sectaire et à une idéologie, effectivement, par le biais des réseaux. Voilà, donc c'est cette ressemblance avec d'autres formes d'idéologie étudiées par ailleurs par nos collègues, d'autres collègues qui travaillent avec nous, qui depuis longtemps travaillent sur la radicalisation islamiste et d'autres formes d'idéologie. On a trouvé qu'il y avait quand même des ressemblances, voilà. D'accord. Caroline Lachef. Effectivement, par rapport aux réseaux sociaux, il ne suffit pas seulement d'écouter les parents qui nous disent il faut y aller sur les réseaux sociaux, ce que nous avons fait. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux ? D'abord, ce n'est pas ceux que nous, personnes relativement âgées, fréquentons, c'est d'autres réseaux sociaux. On trouve donc deux choses. On trouve des influenceurs, c'est-à-dire des jeunes comme eux, qui racontent par le menu leur transition en disant c'est formidable, je suis à un mois de testostérone, 2 mois de testostérone, puis qui montrent comment ils ont été opérés, etc. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, donc ils présentent un monde meilleur, c'est-à-dire ça y est, j'ai engagé ma transition et regardez comme je vais bien, je suis enfin heureux. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ils envoient sur des sites trans où là, les jeunes sont informés de qu'est-ce qu'il faut faire, comment faut-il parler aux parents. Qu'est-ce qu'il faut dire aux médecins pour obtenir des hormones ? Donc, si vous leur dites que vous allez vous suicider, vous allez voir, vous allez avoir de la testostérone tout de suite. Donc, vous voyez, voilà. Et par ailleurs, ils promettent donc un monde meilleur. Ils isolent de la famille. C'est en ça aussi que ça ressemble à l'emprise sectaire. Isolez-vous de votre famille. Vos parents n'y comprennent rien. Vos parents sont transphobes, donc ne les écoutez pas, n'écoutez pas les psys, allez voir des médecins trans avec la liste des médecins, leur adresse, leur numéro de téléphone, rendez-vous. En un rendez-vous, vous allez avoir des hormones. Voilà, tout ça fait partie effectivement de ce que nous avons découvert, de cet embrigadement sectaire auquel, franchement, on ne pensait pas du tout. Oui, non, juste pour compléter, la langue aussi, on parle de novlangue, effectivement. Il y a des expressions comme nouvelles qui apparaissent et effectivement, ces jeunes utilisent ces mots, assignation, sexe assigné à la naissance, transphobe. Le dead name. Dead name. Morinon, c'est un morinon, la traduction en français, c'est-à-dire leur nom, leur prénom est un mauvais nom.
Donc, utilisez le prénom garçon et imposez-le. Bon, voilà. Donc, la langue aussi, c'est très important de voir comment la langue est, la torsion de la langue. Oui, transformée, et que ces jeunes saisissent, sont très perméables. C'est ça, les idéologies, ça passe par la langue aussi. Tout à fait. Et alors ce mouvement, il témoigne, comme vous le disiez, en effet, quand même d'un militantisme très actif qui a des effets quand même extrêmement puissants et rapides sur le symbolique lui-même, puisque on a eu l'exemple là avec la promulgation de la loi du 31 janvier 2022, donc interdisant, je cite, les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Donc cette loi, initialement, elle visait à pouvoir interdire et sanctionner à juste titre les thérapies de conversion homophobes. Il n'y en a pas beaucoup en France. Oui, qui sont plutôt, en effet, dans les pays anglo-saxons. Oui, ou très catholiques. Oui, dans le milieu et ces thérapies sont évidemment à condamner. Évidemment. Oui, en effet. Mais au cours du débat parlementaire, il s'est introduit cette autre dimension, puisque ça s'est élargi également à toute pratique, je cite, toute pratique, comportement ou propos répétés visant à modifier ou réprimer l'identité de genre vraie ou supposée, est-il dit. C'est ça le glissement. On est passé de l'orientation sexuelle à l'identité de genre, il faut quand même le dire. Oui, vrai ou supposé, qui montre à quel point c'est quand même quelque chose d'un peu flou, dont il s'agit, que la loi n'est pas. Justement, il n'y a aucun critère. Il n'y a aucun critère qui permette de dire que quelqu'un qui voudrait changer de sexe, ça serait vrai ou supposé. Et donc on se base sur le ressenti, c'est-à-dire sur quelque chose de déclaratif. Des propos et du ressenti. Alors à l'occasion du débat parlementaire sur cette loi, l'école de la cause freudienne s'est alarmée avec d'autres, avec vous, à l'Observatoire, des effets d'une telle loi sur les conditions de notre exercice de psy, notamment sur la possibilité d'interpréter ou même de simplement questionner cette démarche pour le patient. Et donc, le CF a fait valoir ses arguments auprès des parlementaires, permettant notamment que 2 amendements soient adoptés qui maintiennent autorisés quand même l'invitation à la prudence et à la réflexion de la part des professionnels de santé qui donc ne seront pas passibles de poursuites s'ils posent très grave, la question. Oui, en effet. Là, vous voyez un effet d'une militance extrêmement active où effectivement ils essaient, à chaque fois qu'il y a une loi qui concerne un petit peu le domaine, d'introduire autre chose, et on voit que ça réussit. Oui, parce que nous, dans nos échanges justement avec les parlementaires, on a constaté que beaucoup d'entre eux, que ce soit les sénateurs ou les députés, n'avaient pas du tout aperçu la visée de l'introduction de ça sur l'exercice des professionnels, sur l'autorité parentale, et même sur la liberté d'expression, tout simplement. Puisque c'est pour le bien, voilà. L'idée, c'est que c'est pour le bien. Vous voyez, donc c'est comme ça que finalement se sont introduits les activistes, avec un discours tout à fait vertueux pour le bien, puisque ces personnes sont censées être victimes. Vous voyez, donc les parlementaires, évidemment, eux veulent aussi le bien de ces personnes, et évidemment, nous tous voulons le bien. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant du point de vue des institutions aussi, ce qui se passe actuellement. On a des institutions très perméables aux idéologies. D'ailleurs, on nous le dit dans certains lieux, dans les ministères, etc., qu'effectivement, c'est compliqué. Ils sont contraints parfois par une militance, voilà, et pour faire plaisir, et surtout pour apparaître effectivement bienveillants et voulant le bien des personnes. C'est ça qui est quand même très compliqué. Nous savons justement que c'est toujours un peu suspicieux lorsqu'on veut trop le bien de quelqu'un d'autre. Absolument. De toute façon. Vous vouliez dire quelque chose, Caroline ? Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que l'idée, c'est effectivement, comme le dit Céline, le bien, et c'est aussi au nom de la transphobie, de la lutte contre toutes les discriminations, dont la transphobie. Et donc, on mélange plusieurs choses. Il ne s'agit pas de ne pas lutter contre la transphobie. C'est pas la même chose que d'interdire à des professionnels une certaine prudence par rapport à ces demandes dont on voit bien que leur multiplication pose problème. Et leur immédiateté. Exactement. Exactement.
comme si c'était une réponse miracle, magique à quelque Exactement. chose qui est un malaise. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que certains médecins le présentent aussi comme une solution miracle. Donc c'est là où on est surpris. Si vous voulez, moi je trouve que les adolescents présentent en majorité, plus de 50%, plutôt 70%, des pathologies antérieures, des pathologies que nous connaissons très bien tous à l'adolescence. Des dépressions, des familles très dysfonctionnelles, des agressions sexuelles, enfin toute la psychopathologie de l'adolescent. Se greffe là-dessus, s'ajoute. J'ai trouvé la solution, je sais pourquoi je me sens si mal, des anorexies mentales aussi, parce que c'est très fréquent, et des hauts potentiels, des garçons et des filles à haut potentiel. Se surajoute là-dessus la demande, ça y est, j'ai trouvé la solution, je suis allée sur les réseaux sociaux, je sais que je suis trans. Et on ne prend que la surface des choses. La surface laisse de côté toute la psychopathologie. Exactement. Que vous aviez décrite juste avant. En disant non, tout ça va s'arranger, ça ne compte pas, tout ça va s'arranger. On n'a jamais pratiqué comme ça avec les adolescents. Qu'est-ce qui fait que une certaine partie, encore une fois, je ne généralise pas et je ne me permettrai pas de généraliser, une certaine partie du corps médical adhère comme ça à quelque chose alors qu'il n'adhère à rien d'autre. Une fille anorexique qui vient et qui dit c'est ma seule manière de vivre, surtout ne vous occupez pas de mon poids, c'est comme ça que je veux vivre, on ne va pas lui proposer une liposuction. On ne va pas répondre à sa demande de j'espère. manière directe, au pied de la lettre. Alors je voulais justement aussi vous interroger, Caroline Eliacheff et Céline Masson, sur la conception de l'enfant et de l'adolescent qui sous-tend ce mouvement trans. Conception qui semble donc très éloignée de celle qui est la vôtre, vous psychanalyste. Et pourquoi donc la considérez-vous comme dangereuse ? Je pense notamment à l'usage fait des termes d'autodétermination, d'auto-identification, de ressenti. Vous en parliez à l'instant. Alors, on a osé parler d'étendard de la cause. L'enfant sert, comme dans d'autres causes d'ailleurs, un peu d'étendard au militantisme, il nous semble, trans, en voulant comme ça présenter glorifier un peu cet enfant qui finalement viendrait répondre à cet idéal. Parce que c'est un idéal et pourquoi pas, on peut le respecter. Sauf que c'est un enfant. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est rien, effectivement, d'irréversible sur les enfants, et même d'ailleurs sur les très jeunes, majeurs, parce que c'est à 20 ans la question, effectivement, est-ce qu'on est déjà un adulte ? Bon, parce qu'on a des situations aussi. Donc voilà, mais nous, c'est vraiment les enfants et les adolescents. Quand on dit enfant, parce on joue là-dessus, quand on a dit enfant, c'est au sens de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est 0-18 ans. Quand on a dit enfant, c'est pas chez le petit de 4 ans qu'on va faire évidemment des bloqueurs de puberté. On sait très bien que c'est à partir stade de Tanner, etc. Parce qu'on fait entendre que nous savons rien du tout. Donc en fait, l'enfant, c'est vraiment au sens large. Donc rien effectivement d'intrusif, voilà, et puis de mutilant, parce que contrairement à ce qu'on entend, il n'est pas interdit d'opérer des mineurs en France. Des jeunes adolescents, la plus jeune opérée à 14 ans. Opérer, ça veut dire une mastectomie. Mastectomie. Donc, nous considérons que c'est une mutilation sexuelle. Voilà. Avec autorisation des parents, quand même. Avec autorisation des parents. Mais ce qu'on constate, c'est que il n'y a pas 0, quelque chose % de détransitionneurs. Aujourd'hui, c'est faux. Il y a entre 10 et 20% de détransitionneurs. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc, il y avait des études, effectivement, qui minimisaient tout simplement parce qu'on ne les entendait pas. Elles ne pouvaient pas parler. C'est souvent il y a beaucoup plus de filles, de femmes, donc jeunes femmes, que d'hommes, qui détransitionnent. Et tout simplement, elles avaient peur. Elles avaient peur de parler, peur de s'exprimer publiquement. Elles apparaissent de manière anonyme. Elles sont traîtres à la cause. Elles sont traîtres à la cause. Elles sortent de la communauté. Donc, c'est comme c'est une trahison pour la communauté. Donc, elle ne disait rien, effectivement, et c'est des personnes en grande souffrance. Nous allons d'ailleurs entendre quelques détransitionneurs bientôt. Donc, c'est important de prendre compte des dernières études sur les détransitions. Et Lisa Littman, la dernière, c'est 2021, qui en parle. Et il y a 2-3 études importantes en 2021. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Sur la conception de l'enfant, oui, sur ces termes qui sont utilisés. Je pense que il y a quelques confusions qui s'instaurent. C'est-à-dire que un enfant peut exprimer n'importe quel désir, mais
il semble que les adultes ne soient pas plus capables de leur dire que tout désir ne peut pas être réalisé. Et donc, en acceptant qu'un enfant très jeune, voire un adolescent, puisqu'on est toujours entre enfants et adolescents, de lui dire « c'est ton désir, on va le réaliser », on se dit, mais maintenant, il va falloir dire aux enfants, n'exprime surtout pas tes désirs parce qu'ils risquent d'être réalisés. Ce qui est quand même assez surprenant. Je pense qu'il y a aussi une mise en cause de l'autorité parentale. Tout à fait. Pas seulement, évidemment, sur ce sujet, sur bien d'autres sujets. Les parents eux-mêmes sont assez, dans l'ensemble, un peu déstabilisés par, comment aujourd'hui... Comment répondre ? Comment exercer aujourd'hui l'autorité parentale sans autoritarisme, sans violence, etc., ce qui n'est pas si simple. Mais laisser croire à un enfant de 6 ans, 7 ans, que parce qu'il dit qu'il se ressent garçon ou fille, ça va pouvoir se faire, il n'y a pas de problème mon coco, puisque tu l'as dit, c'est que tu l'es, et moi je n'ai rien à dire, et je suis un bon parent parce que je vais t'accompagner, c'est un mensonge, c'est simplement un mensonge. Alors on a un collègue australien qui a écrit un article absolument merveilleux qui dit « L'enfance n'est pas réversible ». Autrement dit, imaginons un enfant de 7-8 ans qui dit, on l'a vu, qui dit je veux devenir une fille, on l'élève comme fille, etc. C'est-à-dire on lui fait croire pendant toutes ces années on va dire de phase de latence, qu'il est du sexe qu'il souhaite avoir. Tout d'un coup arrive la puberté. Ah bah zut, c'était pas vrai tout ce qu'on m'a dit. D'autant que l'enfant ressent parfaitement pendant toutes ces années qu'il y a quand même un petit décalage entre ce que tout le monde lui dit et on l'enferme là-dedans, tu es fille alors qu'il est garçon ou inversement, puisqu'il l'a dit, il n'a plus aucune possibilité de revenir en arrière et tout d'un coup il y a quand même une épreuve de réalité et effectivement à ce moment-là la puberté est une catastrophe. Mais il faut dire quand même aussi que pour l'ensemble, enfin une grande majorité des adolescents et des adolescentes, la puberté n'est pas une catastrophe, n'est pas une oppression, et que certains même l'attendent avec impatience. Ça peut arriver. On oublie parfois de le dire. C'est une transition au sens Mais c'est large. Merveilleux l'adolescence. Alors c'est vrai que beaucoup de témoignages de parents nous disent à quel point ça a été traumatique quand même l'arrivée des règles par exemple pour les filles. On l'a entendu quelquefois. Maintenant, effectivement, par rapport à l'enfant, j'ai perdu le fil. Par rapport à l'enfant, vous disiez pourquoi pourquoi les trans, effectivement. Oui, c'est pour vous dire que parce que l'idée, c'est de pas dire jamais, tu ne seras jamais un garçon. L'idée, c'est de dire on verra plus tard. On verra quand tu seras... Passe ton bac d'abord. On verra plus tard. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à des trans, parce que nous sommes en contact des associations trans aux États-Unis. Je pense à Aaron Kimberley et Scott Nugent qui nous disent surtout, faites tout pour que ces jeunes ne fassent pas de transition précoce, qu'ils attendent, parce qu'à quel point c'est difficile. Être trans, c'est difficile. Ça demande ils sont en traitement à vie, et c'est difficile. Il y a une souffrance quand même, à la fois parfois psychologique et effectivement, physiologique aussi. Il y a des problèmes de santé, etc. Et ils ont témoigné sur notre site. On a une vidéo de Scott Nugent. C'est tout très touchant parce qu'ils nous disent. Plus tard, surtout pas maintenant, pas les enfants. Et donc, on travaille, on est en contact, etc. Donc, nous, il y a absolument... Les personnes transgenres, ce n'est pas du tout notre problème qu'ils vivent tranquilles. Voilà, qu'ils mènent même, pourquoi pas, une forme de militantisme, etc. Peut-être au nom d'une esthétique. J'ai vu... Notre collègue Sylvia Lippi, moi je suis alors là tout à fait en accord dans une proposition qu'elle faisait sur le corps, que c'était une forme c'était forcément associé à une militance, la question formidable, vraiment moi j'ai aucun problème avec ça. Nous c'est les enfants. C'est tout. Et je crois que les gens comprennent pas. Ça n'a rien à une transphobie. C'est simplement que là, il y a quand même un activisme, parce qu'il faut dire les mots. Quand vous allez voir les vidéos, on passe notre temps sur des réseaux sociaux en ce moment pour aller voir le poids du film Petite Fille. Alors, il y a eu aussi le film Petite Fille. Ça c'est toujours intéressant de dire comment les choses ont démarré. Ça a démarré effectivement avec le film Petite Fille. Dont vous parlez dans l'ouvrage. Nous, on connaissait pas vraiment tout ça. On a tous reçu des familles. Moi, j'avais reçu 2 mois avant une famille dont la fille avait fait
une pseudo-tentative de suicide, parce que ça n'était pas une tentative de suicide, je l'ai compris après. Et effectivement, elle voulait devenir un garçon et les parents ne savaient pas du tout quoi faire. Donc on a tous reçu des cas, mais il y a eu le film Petite fille, on travaillait, il se trouve avec quelques-uns sur les questions d'identité, de dérives identitaristes, etc., avec notamment Jean-Pierre Lebrun, et c'est à ce moment-là, au moment du film Petite fille, qu'on on échange les uns les autres, et on se dit c'est quand même dingue, c'est quoi ce symptôme ? Ça vient comme un symptôme, ce film, quand même. C'est-à-dire, il y a d'une part ce film qui est un film de propagande, d'une part, mais il y a la façon dont c'est repris par la presse. Alors, en fait, le film nous a interloqués, puis nous a permis de réfléchir, mais les réactions de la presse nous ont paru stupéfiantes. Stupéfiantes. Ça montrait à quel point ce discours avait pénétré. Exactement. Mais en même temps, déjà, il a pénétré, et la réaction de la presse dans son ensemble, sauf de rares exceptions, l'ont rendu totalement banalisé. C'est ça aussi, c'est-à-dire que, encore une fois, que ces enfants et ces problèmes, que les adolescents aussi, etc., c'est une chose. Ce qui a fondamentalement changé, c'est la réaction médicale, parentale, sociétale et médiatique. Voilà, c'est ça qui fait que, quand vous dites pourquoi ça prend, ça prend parce que si tout le monde dit que c'est merveilleux, enfin tout le monde, les catégories dont je vous ai parlé trouvent ça merveilleux, le banalise et dit c'est comme ça que les enfants seront heureux, alors effectivement, ça prend. C'est quand même au nom, effectivement, d'une autodétermination. C'est quand même ce mot qui a pénétré notre société, d'autodétermination, c'est-à-dire, si on le ressent, on le revendique, et on le fait. Voilà. Donc, il y a plus, j'allais dire, on peut ressentir des choses, les pensées, les fantasmer, etc. Mais aujourd'hui, on donne des réponses à ce ressenti. Moi, c'est ce que j'ai appelé le ressentisme. C'est une forme, là aussi, d'idéologie, d'essentialisation là, des affects, où il faut absolument exécuter l'affect, le mettre en œuvre, le mettre en acte. Et ça, c'est consternant, quoi. Enfin, on prend à la lettre quelqu'un qui dit « je sens ». Alors, on peut ressentir plein de choses. Je peux être un oiseau. Il y a des gens qui se sentent oiseaux. Oui. Et alors, on fait quoi à ce moment-là ? Si un enfant nous dit « je vais être un oiseau ». Il y a des personnes qui se sentent oiseaux. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que si on ne répond pas positivement, alors ces jeunes sont opprimés. Donc, ils sont des victimes. Voilà. Et alors là, on entre effectivement dans l'autre catégorie qui quand même occupe beaucoup la société, qui est la victimisation et la place des victimes dans la société. Alors, donc, ça réunit tout ça, donc ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup de résonance. Alors, Céline Masson, je crois que vous souhaitiez aussi apporter un rectificatif concernant certaines informations données ici même par Arnaud Alessandrin, qui enseigne la sociologie, lors de l'émission numéro 9, diffusée le 5 février, et qui était consacrée à l'accueil des mineurs trans à l'école. Tout à fait. Alors, j'ai repris les mots d'Arnaud Alessandrin. Donc, il dit une opération... il dit qu'en gros, il atténue la notion d'irréversibilité par ce vocable de les opérations dites irréversibles. Donc déjà, c'est un élément de langage, parce que une forme d'euphémisation, parce qu'il n'y a pas de... c'est irréversible ou pas. Donc ça l'est. Quand on fait une opération et qu'on fait une ablation des seins... Et des testicules. Alors il dit... On peut avoir une nouvelle opération, retransformer, c'est ces mots, je cite verbatim, une opération pour retransformer le corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des prothèses. Mais les personnes qui ont eu des maladies, des ablations du sein savent très bien que on remet pas la même chose, quoi. C'est des atteintes sur le corps. Sur le corps. Avec les risques opératoires. Nous, on dit très sans embâche là que ce sont des mutilations sexuelles comme d'autres mutilations sexuelles. Donc, il dit en France, il est interdit d'opérer les mineurs de moins de 18 ans qui demanderaient un changement de sexe anatomique. Non, c'est pas vrai, puisqu'il n'y a pas d'interdit d'opération sur le corps des mineurs pour changement de sexe, puisque la plus jeune opérée, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 14 ans, et c'est pas nous qui le disons, c'est Laetitia Martinelli, qui est endocrinopédia. Dans une de ses conférences, elle a montré avec des slides la plus jeune opérée. C'est peut-être l'occasion de rappeler d'ailleurs qu'est-ce qui est autorisé en France en termes de traitement et d'opération. Moi, je veux quand même dire que nos collègues, effectivement, sont très prudents. Je n'en doute pas. On ne doute pas que nos collègues, dans les consultations dédiées, sont très prudents. C'est pas du jour au lendemain qu'ils décident de donner des bloqueurs. C'est vrai. Ils prennent le temps avec les adolescents et les familles pour savoir
savoir ce qu'il y a de mieux, d'accord. Mais ça n'empêche pas que quand vous commencez à entrer dans une médicalisation par les hormones, on va probablement aussi vers des opérations, vers une chirurgie. Parfois oui, parfois non. C'est vrai que parfois non. Les jeunes ne veulent pas être opérés, c'est vrai. Parfois d'ailleurs, il y en a qui veulent juste une transition sociale et pas médicale, c'est vrai. Mais quand même, il me semble, quand on est psy, quand on est psychiatre, psychanalyste, notamment psychanalyste, on s'est demandé, donner cette réponse de la médicalisation pour un changement de sexe, déjà, ça pose la question, qu'est-ce que changer de sexe pour, par exemple, une fille qui veut devenir un garçon, en fait, elle ne change pas de sexe, elle change d'apparence. Donc voilà, c'est juste des questions que nous nous posons et nous appelons évidemment nos collègues à débattre avec nous, à réfléchir avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire que donner des bloqueurs de puberté à des jeunes adolescents, des hormones qui quand même, la testostérone, les détransitionneuses nous le disent, hein, les effets de la testostérone. Ils sont prescrits hors autorisation de mise sur le marché en prescription croisée. Donc si vous prescrivez de la testostérone à une fille, vous prescrivez hors autorisation de mise sur le marché de ce produit. Les médecins peuvent le faire, ça n'est pas interdit, mais c'est quand même le cas. Voilà. Alors vous disiez, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit ? En France actuellement. En France, c'est un petit peu compliqué parce que les prescriptions ne sont pas proprement françaises. Les Français, comme les autres pays, s'appuient sur le protocole néerlandais, qui est maintenant est remis en question, protocole qui a été appliqué partout dans le monde et où maintenant il y a des restrictions. Donc l'idée, c'est bloqueur de puberté au stade 2 de la puberté, puis hormones croisées, puis qui sont autorisées en France avec l'autorisation des parents. Et la militance demande qu'on puisse se passer de l'autorisation des parents. Et les interventions chirurgicales, Céline vous a donné les précisions. Donc ce ne sont pas des prescriptions françaises, mais je pense qu'il va y en avoir. Et quelle est la réaction de la communauté médicale Écoutez, une partie de la communauté, à notre connaissance, on n'a pas fait une enquête, une partie de la communauté médicale, y compris chez les pédiatres, ne connaissent pas la question. Ils l'ignorent, ils la découvrent. Certains d'entre eux, ils nous le disent tous les jours. Nous aviez parlé d'un communiqué de l'Académie de médecine, voilà, qui impliquait un changement quand même de position et un positionnement de l'Académie. Oui, de prudence. Effectivement, notre collègue, donc Nicolas Théa, qui travaille de très près avec nous, donc qui est endocrino-gynécologue, a alerté l'Académie de médecine. Nous avons aussi, le livre a été distribué. Donc voilà, donc ils ont tenu compte aussi de nos inquiétudes. Effectivement, là, un communiqué vient appeler simplement à la prudence. Il n'y a pas de. Mais ça va continuer. Ça peut pas rester. Voilà. Ça peut pas rester comme ça. Mais il y a des pays qui n'y a pas aujourd'hui un mode d'emploi, ce que fait la Haute Autorité de Santé dans ces cas particuliers. Je pense que ça va venir. Parce qu'en effet, on a le recul de certains pays qui ont été plus... Grand recul. Voilà, notamment les pays scandinaves, certains pays scandinaves. Oui, la Haute Autorité de Santé, qui ne s'appelle pas comme ça, mais c'est l'équivalent de la HAS, effectivement préconise non pas l'interdiction, mais la grande prudence et l'utilisation des bloqueurs et des hormones uniquement dans le cas de protocoles de recherche. Ce qu'ils disent, c'est intéressant, ils disent, voilà, il y a eu en Suède une augmentation très importante, exponentielle. Vous avez été débordé, il s'adresse aux services, vous avez été débordé et vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire. Mais vous n'avez pas fait de recherche, ni à court terme et encore moins à long terme. Puisque vous n'avez pas fait de recherche, on arrête tout pour le moment, sauf pour les jeunes qui seraient sur un programme de recherche. Quand même intéressant. Et l'Académie de médecine a indiqué qu'il n'y avait pas de preuves, en effet, scientifiques. Exactement. Alors, ce que disent les Suédois, c'est au jour d'aujourd'hui, on a tout lu sur le sujet, et au jour d'aujourd'hui, les inconvénients sont supérieurs aux avantages. Globalement, bien entendu, on ne parle pas là d'individus, on dit globalement, ils disent globalement, les inconvénients sont supérieurs aux avantages. Voilà, ça incite à la prudence, franchement. C'est une étude là de 2020 de Curtis, sur la remise en cause des résultats positifs de la médicalisation des trans. Bon. Donc c'est assez récent, il y a plusieurs études, voilà. Alors peut-être pour conclure, un petit mot sur le travail d'accueil que vous faites également au sein de l'Observatoire, où vous recevez enfants, adolescents, mais également les parents
qui eux aussi souffrent, sont désemparés. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, ne sachant pas comment répondre à la demande de leur enfant. Alors, est-ce que vous voulez juste peut-être dire un petit mot sur ce... Alors, l'observatoire n'est pas un lieu de consultation. C'est pas sur place. Non, c'est comme ça. L'observatoire, on est donc une veille, une veille effectivement, avec des études. D'ailleurs, on commence une étude, un travail de recherche, parce qu'il se trouve qu'on est quelques-uns universitaires. On commence un travail de recherche là, mais effectivement, c'est un collectif pluridisciplinaire. Exactement, pluridisciplinaire, composé de professionnels de l'enfance. Voilà, exactement, juristes, un travail plutôt médecins. De recherche. On mène. Alors, on a fait pas mal de tribunes qui ont lancé l'alerte. C'est quand même on s'appelle Petite Sirène, effectivement. Donc il y a quand même. Nous n'avons pas la langue coupée. Voilà, on n'a pas la langue coupée, mais par contre on alerte. Donc d'où la sirène aussi, effectivement pour alerter. Et effectivement on a publié une dizaine de tribunes et on a été rejoint par beaucoup de collègues et beaucoup de psychanalystes d'ailleurs, des associations de psychanalyse, l'école de la cause freudienne. La SPP aussi a mis sur leur site nos travaux, etc. Donc on est rejoint par beaucoup de psychanalystes aujourd'hui, qui aussi s'inquiètent. D'ailleurs, je découvre que nos collègues recevaient des adolescents et nous disent « mais on était isolés dans notre coin », même une pédopsychiatre m'a dit ça il y a 3 jours, on ne savait pas quoi faire, on était stupéfaits, on avait l'impression, et dire heureusement que vous êtes là, on se sent moins seul. C'est arrivé souvent que des collègues nous disent on se sent moins seul, on osait. Alors c'est fou quand même, les gens qui n'osent pas dire, mais on est saisi par cette question, elle saisit. Ça sape, c'est quelque chose qui montre comment dans notre époque, quelque chose de l'interprétation est sapé, et en effet de la place de l'autre à tenir un peu éthiquement, mais exactement, quelque chose là est rongé. Exactement, mais vraiment, cette question, je viens d'y penser en vous parlant, j'en avais jamais, on n'en a pas beaucoup parlé, mais d'être saisi, de voir que nos collègues, c'est vrai que ça fait plusieurs fois maintenant, on me dit la même chose, on n'a pas su quoi faire, quoi dire, et on était seuls dans le coin, saisis. Et même nous, on l'a été saisis, mais nous, on s'est mobilisés. Mais c'est cette question de la stupéfaction qui, quand même, est à relever. Et je crois que tous nos collègues devraient y penser. On n'est pas on fait pas d'excès de zèle, on n'est pas des agitateurs, on est quand même, des personnes, je pense, respectueuses. Lanceurs d'alerte, quand même, un petit peu. Lanceurs d'alerte, mais pas sans... C'est ce que vous avez fait à travers ce livre. Exactement. Voilà. Donc, leur tour, nous allons devoir clôturer cette conversation nécessaire et importante. Merci à vous pour votre présence aujourd'hui. Et pour conclure, je voudrais juste indiquer que les prochaines journées de l'école de la cause freudienne, les 52e, qui se tiendront les 19 et 20 novembre 2022, poursuivront pour une part ce débat puisqu'elles s'intéresseront au déni contemporain de l'inconscient. Et elles auront pour titre, ces journées, « Je suis ce que je dis ». Sorte de cogito moderne, comme le relevait Jacques-Alain Miller, faisant écho à cette demande donc contemporaine de changement de sexe chez les enfants et les adolescents. Vous nous inviterez alors ? Voilà, bien sûr. On posera la question de savoir si c'est si simple que ça de savoir ce que c'est le sexe. C'est un très bon titre. Voilà, nous allons donc maintenant passer à notre rubrique Actualité de la psychanalyse avec notre collègue Sophie Gaillard. Alors, où est-ce que j'en suis ? Sophie Gaillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, et vous allez nous parler de l'ouvrage collectif « Pourquoi Lacan ?» dirigé par Anaëlle Lebovitz-Kenéen et qui est paru récemment aux presses psychanalytiques de Paris. Cet ouvrage réaffirme et démontre l'importance cruciale de lire et de prendre en compte Jacques Lacan aujourd'hui. Tout à fait. Alors en fait, je me suis dit qu'en venant vous parler d'une actualité, j'allais vous parler d'une triple actualité. La première, c'est tout d'abord de saluer la création d'une nouvelle maison d'édition à l'initiative de l'école de la cause freudienne qui fait paraître ce volume, donc Pourquoi Lacan, et qui s'appelle Les presses psychanalytiques de Paris. Il me semble que c'est toujours une bonne nouvelle, une nouvelle maison d'édition, et particulièrement dans le champ de la psychanalyse. Parce que ce qu'on peut tout de même rappeler, de façon assez basique, c'est que pas de texte,
pas de psychanalyse. Bien sûr, pas de psychanalyse sans le texte inconscient qu'un analysant est invité à éditer, si je puis dire, au cours de son analyse, mais pas de transmission de la psychanalyse sans les textes qui la fondent. Ceux de Freud, ceux de Lacan, ceux de Jacques-Alain Miller, ceux de tant d'autres qui ont travaillé et continuent de travailler à l'élucidation de sa théorie comme de sa pratique. Et Freud, d'ailleurs, avait en son temps mobilisé énormément d'énergie pour fonder des revues, pour diffuser les premiers travaux des premiers psychanalystes. Et il veillait, on le sait, avec grand soin sur toutes les questions éditoriales. Judith Miller, dans un entretien qui est publié dans ce recueil, explique combien son incessant effort, et on sait combien il fut immense pour œuvrer à la diffusion de l'œuvre de Lacan dans le monde, a aussi été adossé non seulement à ceux qui l'ont accompagné dans ce travail, mais à la diffusion des textes et donc aussi à leur traduction. Donc aujourd'hui, où la psychanalyse est quand même très malmenée dans le discours courant, c'est le moins qu'on puisse dire, où elle est présentée d'une façon très souvent caricaturale, déformée, voire carrément fausse, il y a quand même un enjeu essentiel à mettre à la disposition de ceux qui veulent s'y intéresser les textes qui la fondent. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité des psychanalystes eux-mêmes. Donc ça, c'était ma première actualité, les presses psychanalytiques de Paris. La deuxième, donc, c'est l'apparition de cet ouvrage, Pourquoi Lacan, un ouvrage collectif, comme vous le rappeliez, sous la direction de Anaëlle Leibovitz-Quénoin, et qui réunit énormément de contributions, presque une cinquantaine, je crois, qui sont très, très diverses dans leur style, dans leur format, qui sont écrites par des psychanalystes bien sûr, mais pas seulement. Des écrivains, des philosophes, gens de théâtre, artistes, sculpteurs, peintres, enfin bon, je ne pourrais pas tous les citer, il y a une grande diversité des contributeurs. Mais je me suis fait la réflexion que dans cette diversité, il y avait quand même une unité. Et je me suis demandé à quoi elle tenait, en fait, cette unité de l'ensemble de ce recueil. Et ce qui m'est apparu, c'est que c'est un livre qui parle d'une rencontre. C'est ça qui en fait l'unité. Il s'agit de la rencontre avec Lacan. Et le point peut-être remarquable, c'est qu'il y a rencontre aussi pour ceux qui ne l'ont jamais rencontré, voire même qui sont nés après sa disparition, mais qui ont rencontré Lacan par le biais de son enseignement finalement. Et ça a fait rencontre. Oui, donc selon vous, chère Sophie, donc à quoi peut tenir l'effet de rencontre ? Sans doute à pas mal de choses, mais il me semble que c'est un point où l'on mesure que l'œuvre de Lacan n'est pas seulement à ranger dans l'érudition, même si la sienne était immense, que son œuvre n'est pas seulement une référence parmi d'autres dans, je sais pas, dans le vaste champ de la culture, dans le vaste champ des savoirs, mais que celui qui s'y plonge en vient à entretenir avec elle un rapport assez intime finalement. Et là, le point pour répondre à votre question, je pense que c'est une affaire de désir, que ce qui se passe là, c'est la force du désir de Lacan et la force de celui qu'il suscite, poussant en fait chacun à se demander lui-même aussi ce qu'il désire. Alors d'ailleurs, ça fait qu'au fil du livre, on a une espèce de portrait de Lacan, on pourrait dire, qui se dessine, mais c'est un portrait très, très parcellaire, et je me suis dit que c'était un portrait à la Archimboldo, fait de pièces tout à fait hétérogènes, parce qu'en fait chacun, parlant de Lacan, dit aussi quelque chose de lui-même. Et c'est aussi un des points intéressants du recueil. Ma troisième actualité, bon, en fait, c'est celle qui importe le plus. C'est celle dont il conviendrait même que nous soyons encore plus nombreux que nous ne le sommes déjà à ce qu'elle nous importe. C'est l'actualité de Lacan. Et la nécessité, je dirais même, de l'actualité de Lacan. Là, on serait du côté d'un Lacan parce que vous avez remarqué que le titre de ce recueil, Pourquoi Lacan, ne comporte pas de point d'interrogation. Donc c'est plutôt une affirmation, finalement.
Alors oui, alors pourquoi Lacan? Quelles seraient donc les réponses à cette question un peu implicite, qui n'en est pas tout à fait une, comme vous le notez? Je pense qu'il y a plusieurs réponses, mais on peut sans doute en faire de multiples. Moi, je soulèverais ou j'attraperais peut-être 2 points qui se trouvent liés d'ailleurs. Je dirais la parole et la cause. Et je me suis dit que c'était ça d'ailleurs, c'était à cela que tenait le démon de Lacan. Le démon de Lacan, c'est le titre d'un entretien absolument formidable avec Jacques-Alain Miller, qui en fait est au cœur de ce livre. Et là, c'est le démon au sens du daimon, c'est-à-dire non pas tant une divinité représentée qu'une puissance qui cause. Et on pourrait dire ça dans le double sens du terme, finalement. Qui parle, mais qui produit des événements, des effets. C'est Lacan comme cause. Alors, bien sûr, dans sa pratique d'analyste, mais aussi, ça on en a plein de témoignages dans ce recueil, dans ses relations avec ses différents interlocuteurs, où non seulement souvent ils s'enseignent d'eux sur leur propre discipline, mais cela cause aussi un effet pour les interlocuteurs eux-mêmes qui trouvent là un nouvel élan pour poursuivre parfois dans leur propre voie leur recherche. Et puis, bien sûr, l'œuvre de Lacan qui continue de causer un désir pour la psychanalyse. Et ça, c'est un Lacan aiguillon, comme le fait remarquer un des contributeurs du volume. Donc, c'est une œuvre qui continue de faire événement parce qu'elle cause toujours du nouveau. Et en cela, c'est pas un recueil d'hommages, ce recueil de textes, finalement. Je le prends, moi, plutôt comme un livre qui dit quelque chose pour chacun d'un maintenant. Bon. Et pourquoi? Parce que cette cause freudienne, cause du désir, nécessairement singulière à chacun, elle objecte à l'universel, à ce qui vaut pour tous. Et ça, c'est toujours d'actualité à chaque moment. Et d'ailleurs, c'est quand même dans cette tension entre l'universel et ce qui est singulier à chacun que se glisse le fameux malaise dans la civilisation que pointait Freud. Et c'est là aussi que prend place la psychanalyse. Donc, ce malaise, Lacan nous a tout de même fourni des indications et des concepts majeurs pour continuer à tenter de le lire aujourd'hui au XXIe siècle. Donc pourquoi Lacan? Moi je pense que c'est pour maintenir le statut de la parole, de ce que parler veut dire. Lacan est allé assez loin à examiner ce que parler veut dire. Et il a su donner à la parole ce poids d'acte, mesurer les choses à l'éthique de leurs conséquences. Et on voit bien que ça, la parole a des conséquences. Et que quand on commence à les méconnaître ou à les nier, à rabattre le langage sur un simple système d'information, bah évidemment, ça aussi, ça a des conséquences et souvent assez néfastes. Donc j'ai pensé à une petite phrase de Lacan, d'une conférence ancienne de 68, où Lacan disait que le sujet, ça rate, ça rêve, ça rit. Et je me suis dit que là, on avait la réponse à pourquoi Lacan. Pour maintenir l'espace de ce sujet-là, qui finalement est lacanien, quand bien même il ne le sait pas lui-même. Bien, merci beaucoup, chère Sophie, pour cette belle présentation. Voilà, notre émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. À samedi prochain, 18h30, pour une nouvelle émission de Studio Lacan. Bonsoir. Oh.